Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue. Bienvenue dans Ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien. Je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide. J'ai rien. Et qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Vous pensez que je me suis fait des idées? Que j'entends des choses que je devrais pas entendre? Vous écoutez l'épisode 20 et face à moi, encore une fois, j'ai le privilège d'être accompagné par Laetitia. Salut Laetitia, comment ça va ? Bah ça va super. Et toi ? Bah écoute, ça va, ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré de podcast. Ça doit faire à peu près 3 mois, un peu plus de 3 mois. Donc ça fait plaisir de te retrouver. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 derniers mois ? Je pense que les gens sont curieux de savoir. Non, j'ai profité de l'été, des festivals, des vieilles charrues, j'ai écrit, j'étais pas mal occupée, j'avoue. Et du coup, c'est passé assez rapidement. J'ai même pas compris que l'été était passé, qu'on était mi-septembre. Voilà, je sais pas si ça t'a fait le même effet, de pas avoir d'été. Écoute, moi j'ai pas fait grand chose là pendant l'été, à part le boulot. Je suis parti un petit peu quand même en vacances. T'es parti toi en vacances? T'es allé où? À part les festivals? C'est tout. C'est tout. Non, T'es j'ai pas fait un parti? passage dans le sud, mais genre un week-end, quoi. Non, je suis pas partie. Ah d'accord. Bon. Sauf en festival, parce que le festival, c'est sacré et que tous les ans, il faut y aller. D'accord. Moi j'ai pris qu'une semaine. Moi je suis parti à Édimbourg, en Écosse. Voilà. J'ai ramené un beau Du coup, kilt. ah, ok, tu vas devancer. Il a ramené un kilt qu'il porte en ce moment. Ah ouais. Eh ben écoutez, c'est très confortable le kilt. Voilà. J'avais jamais essayé. Et c'est très chaud. En Je plus, recommande. Ça commence à être de saison parce que là, nous, dans notre chère Seine-et-Marne, où il pleut 360 jours par an, ça y est, c'est remis à pleuvoir. Donc, il fait froid. Et on est content d'avoir chaud à ses petites jambes, avec ses kilts en laine et tout. C'est vachement bien. On est vraiment très bien dedans. Je recommande. Tu donneras un petit code promo à la fin. Code promo. Ouais. Non, je n'ai même pas eu en promo en plus. Non, mais par contre, non, c'était pas mal l'Écosse. Enfin, c'était pas l'Écosse, c'était Édimbourg. C'était que à Édimbourg, Édimbourg. c'est chouette, ouais. Il y avait quand même beaucoup de monde parce qu'il y avait un genre de festival de. C'est des trucs que j'aime pas trop. C'est des festivals avec des artistes de rue, donc il y avait des gens avec des guitares partout et des jongleurs et ça attirait un monde fou. Mais il y a souvent des animations quand même à Édimbourg. Hein, parce que moi aussi, moi j'y suis allée pour le Nouvel An, donc forcément il y avait des animations. Mais il y a souvent ce genre d'événements dans les rues quand même. Ouais, donc là c'était un peu. Du coup, les rues, c'était pas ce qu'il y avait de plus fun à visiter. Voilà. Donc bon. Il y avait un joli jardin botanique, on a fait une belle rando sur une espèce de vieux volcan éteint, trop bien. C'était presque ça le plus marrant. Après, les rues d'Édimbourg, je ne me rends pas bien compte. Il y a un joli parc à Édimbourg. Mais on n'a même pas fait les pubs. Ah ouais? Bah non. Ah ouais, parce que moi Curieusement, les enfants ne rentrent pas dans les pubs. Merde. Ah ouais, moi franchement, le gin là-bas, pas mal, hein. J'en ai bu vraiment des très bons. D'accord. Voilà. Avec... comment on dit déjà? Avec modération. Ouais, c'est bien. En tant qu'addictologue, il faut montrer La l'exemple. prévention avant tout. Bon, alors tiens, justement, ça tombe bien que tu parles de gin, parce qu'aujourd'hui, on fait un petit peu ton pot de départ, en quelque sorte. Parce que c'est le dernier podcast, Oui. tous les deux. Parce Oui. que moi, je vais continuer. Voilà. Mais toi, tu as décidé que tu allais faire peut-être autre chose. Ouais. Donc bon, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Que vous êtes en train de pleurer derrière vous. Comment est-ce que cette influenceuse si célèbre Peut-être aborde le partir. podcast? Et oui, malheureusement, ma voile m'attire ailleurs. J'ai des projets littéraires, notamment. Et du coup, j'ai fait le choix
de faire un choix, justement, parce que j'ai du mal à tout faire. Je manque de temps. Et du coup, même si j'aime bien faire des podcasts, j'ai toujours dit que je privilégierais mes livres. Donc là, ça se présente comme ça, en tout cas pour le moment. Donc voilà. C'est vrai que toi, tu es quand même plutôt une littéraire. À la base. Ouais. Et que bon, c'est déjà bien quand même que tu aies pu te forcer à voir tous ces films-là pour pouvoir en parler dans le podcast. Mais c'est incroyable, hein. Non, mais après, il y en a que j'avais déjà vu quand même. Mais puis c'est des films que j'aimais bien quand même. Donc c'était chouette quand même. On a fait des bons épisodes, je pense. Mais bon, il faut bien reconnaître que quand on va sur ta page Instagram, on voit plutôt des poèmes et des critiques de bouquins. Ouais. Lalo-du-bas psy. Voilà, Lalo Psy. Si vous ne connaissez pas déjà sa page, qui a plutôt du succès. Ouais, je me plains pas. Voilà. Qui l'eût cru. Moi, je viens juste de comprendre, et c'est une patiente qui m'a expliqué ça, pourquoi est-ce que quand je mettais un truc sur Instagram, c'était pas vu, en fait, elle m'a expliqué qu'il fallait mettre des hashtags, je savais pas ce que c'était. Ça fait combien de temps que t'es sur Instagram ? J'en sais rien. Bah, juste en même temps que le podcast. Non, mais là, du coup, ça va s'envoler si tu mets des hashtags. J'en sais rien. Bon, Et c'est des pas le stories. but, de toute façon. Ouais. Le bouche à oreille, moi, ça me va très bien. Bah, j'espère que, du coup... que le podcast va continuer, même si tu continues tout seul, comme il était à l'origine, en fait, ça va être bien aussi. Je vais voir comment ça va se passer. Bah oui, peut-être que je serai amené à continuer tout seul. Je sais pas si j'en ferai aussi souvent. Ou à faire des binômes ponctuels. Ouais, ou je vais voir si je trouve des confrères, consoeurs, collègues, éventuellement qui pourraient venir parler d'un film avec moi. Donc voilà, je vais voir. Mais oui, moi, je compte bien continuer pour l'instant. Je ne sais pas encore sous quel format, de quelle manière. Est-ce que ça va rester comme ça ou pas ? Je ne sais pas, mais oui, non, je pense que ça va continuer quand même. Bon, allez, restons sérieux. On va essayer quand même d'être un minimum sérieux là, pour ce Rain Man. Ensemble. Ouais, on va parler du film Rain Man aujourd'hui et donc évidemment des troubles du spectre autistique. Et donc, de quoi on va vous parler plus précisément ? J'espère bien sûr que vous avez vu le film. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande d'aller le voir avant d'écouter le podcast parce qu'on va quand même y faire largement allusion. On va commencer simplement en se posant la question de savoir si le personnage de Raymond Babbitt, donc Rain Man, est dans ce film une représentation réaliste de l'autisme. Ensuite, on parlera un petit peu de l'autisme chez les femmes parce que ça c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément et qui est plutôt assez répandu. Notamment, on aura l'occasion de le dire, que les femmes qui ont un trouble du spectre autistique passent plus inaperçues que les hommes parce qu'elles ont des capacités d'adaptation qui sont naturellement bien supérieures à nous les hommes. Et donc, forcément, elles ne sont pas toujours diagnostiquées. Ensuite, moi, je vous parlerai de l'autisme et des relations entre frères et sœurs, puisque c'est quand même un des thèmes centraux du film. Et puis, bien sûr, on terminera par donner notre avis sur le film et nos recommandations. Voilà, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu, ma séance de psy épisode 20, c'est parti. Excusez-moi, c'est pas votre voiture, c'est celle de mon ami. Ouais, mon papa me laisse conduire doucement dans l'allée. Je suis un excellent Vous conducteur. êtes sûr que c'est cette voiture que vous avez conduite? Il n'y a que 40 km de plus au compteur depuis que je l'ai conduit samedi dernier. Il devrait y avoir plus de 40 km. Regardez, il y a mon ami qui revient. On n'est que lundi matin. Je conduis toujours la voiture le samedi, jamais le lundi. Qui c'est ce type? Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, il est monté dans la voiture. Oui, il peut descendre. Je suis un excellent conducteur. Oui, c'est ça, allez, on se dépêche. Je veux pas qu'il monte dans la voiture. Pourquoi tu l'as laissé monter là-dedans? Il dit Pas un jouet. Il dit qu'il a conduit cette voiture. Papa me laisse conduire tous les samedis dans l'allée. Avant, les sièges, ils étaient en cuir marron, ils sont en rouge. Maintenant, c'est pas bon. Rain Man est une comédie dramatique américaine de 133 minutes, sortie en 1988 et réalisée par Barry Levinson. Barry Levinson, vous le connaissez peut-être parce qu'il a déjà réalisé des films comme Good Morning Vietnam. Tu l'as vu celui-là? Avec Robin Williams? Je pense. Tu penses? Honnêtement, c'est loin, mais je pense quand même. Bah écoute, c'est pas mal pour une littéraire. Il a fait aussi un film génial que je pense que tu n'as pas vu, qui s'appelle Le secret de la pyramide, et qui est une des rares aventures de Sherlock Holmes jeune, Sherlock Holmes ado.
C'était vachement bien, ce film. C'était un peu dans la mouvance un peu des Goonies. Oh voilà. Les Goonies, j'ai vu. C'est bien. Bon, alors, tu seras prête pour voir la suite alors en 2026. On va faire une suite. Oui. Ah putain. Ah oui, non, là on est les quarantenaires. Ah non, merde, je suis bientôt un cinquantenaire. Mais voilà, les gens de mon âge sont une cible privilégiée actuellement pour tous les producteurs de cinéma qui ressortent de leur tombe qu'elles n'auraient jamais dû quitter, toutes les vieilles licences qu'on a adorées, et qui les sabotent. Voilà. Le dernier film en date que j'ai vu, c'est Twisters. Je sais pas si t'as peut-être pas vu, toi, le premier Twister, qui était un film catastrophe pas mal, qui parlait de tornades. Ah, les tornades. Ah oui. Et ils ont fait un genre de... Je sais même pas si c'est un reboot, enfin c'est un truc avec la même licence, mais c'est mauvais. Ça, j'ai l'impression qu'on a sali mon adolescence. Bon bref, je m'écarte du sujet. Barry Levinson, il a fait aussi Sphere où il avait fait jouer déjà, enfin il a fait jouer à nouveau Dustin Hoffman, cette fois-ci avec Sharon Stone, je crois, et Samuel L. Jackson. C'était plutôt une histoire un peu science-fiction sur une espèce de sphère bizarre découverte dans un sous-marin. Vous voyez, un truc comme ça. Voilà, plutôt un film de science-fiction. Dans Rain Man, donc on retrouve dans les rôles principaux Tom Cruise, qui interprète Charlie Babbitt, Dustin Hoffman, donc je le disais, qui lui joue le rôle de Rain Man, donc Raymond Babbitt, et Valeria Golino, qui joue Susanna, qui est la petite amie de Charlie. Alors, petite parenthèse, parce que Valeria Golino, je l'ai vue il n'y a pas longtemps dans un film qui est sorti là en 2024, un film tout récent qui s'appelle Le Beau Jeu, et qui parle de la Coupe du Monde de football des sans-abri. Ouais, je te vois lever un sourcil. Ça fait partie des films que j'aime bien, inspirés d'une histoire vraie, qui raconte justement le déroulement de la Coupe du Monde des sans-abri, donc qui existe vraiment. Là, en l'occurrence, ça s'est déroulé en Italie. Il y en a une tous les ans. Donc, c'est des équipes du monde entier qui sont composées de personnes sans abri et qui viennent s'affronter. C'est du football de rue. Et ce film était très bien. Et il gagne quelque chose ? Je sais pas. J'ai jamais... Avant le film, je savais pas que ça existait. Et du coup, le film est plutôt pas mal. Et il y a dedans Valeria Golino. Et je te promets, on est en 2024. On a dit Rain Man, c'était en 88. Donc, ça fait presque 40 ans. C'est passé du temps. Et ben, elle n'a pas trop changé, en fait. C'est incroyable. J'avoue que j'étais assez bluffé. Alors après, bon, c'est peut-être la magie du cinéma, mais bon, vu le budget du film Le Beau Jeu, je pense pas qu'ils aient fait du de-aging sur Valeria Golino, tu vois. Donc, bref. Sinon, dans Rain Man, la musique, eh ben, c'est Hans Zimmer. Hans Zimmer qui a eu sa période flûte de Pan. Je pense notamment à voilà, la musique de Rain Man. Bon, elle est hyper connue, hein, mais le thème ressemble beaucoup quand même au thème du film Black Rain de Ridley Scott avec Michael Douglas et Andy Garcia, qui est sorti l'année d'après, et où on est vraiment, c'est pareil, c'est Hans Zimmer, et globalement c'est un peu la même chose, quoi. Bref, de quoi ça parle Rain Man ? Rain Man, ça raconte l'histoire de Charlie Babbitt, qui est un jeune concessionnaire de voitures de sport et qui va découvrir au moment de toucher l'héritage de son père qu'il a un frère aîné qui vit dans une institution psychiatrique et qui est ce qu'on appelait à l'époque un autiste savant. Et donc le film est un road movie dans lequel les deux frères vont apprendre à se connaître et renouer des liens familiaux. J'ai quelques anecdotes quand même sur le film. C'est un film qui a reçu 4 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur acteur pour Dustin Hoffman. Bon, voilà, c'était un peu le rôle à Oscar, voilà, Rain Man. Mais il faut savoir quand même que le film Rain Man a été vraiment le premier film à populariser l'autisme. Avant, on n'en parlait pas beaucoup au cinéma, les gens ne savaient pas ce que c'était. Donc, on va en parler. C'est une représentation particulière d'une forme d'autisme. C'est pas quelque chose de généralisable, mais bon voilà, on va se poser la question de savoir si c'est que du bullshit ou s'il y a quand même des éléments de réalité dans tout ça.
Il faut savoir aussi qu'il existe une version spéciale du film qui était réservée exprès pour la diffusion dans les avions. En fait, elle a la particularité de cette version du film qu'il y a une partie qui a été retirée, qui est la partie où justement Raymond doit prendre l'avion avec son frère et il refuse de prendre l'avion, et pour énumérer les raisons qui l'empêchent de prendre l'avion, il fait un peu la liste de toutes les compagnies d'aviation qui ont eu des accidents et il énumère différents crashs d'avion. Donc ça, évidemment, pour pas affoler les gentils passagers. Je sais de quoi je parle parce que moi j'ai une phobie de l'avion. Heureusement, pour aller en Écosse, c'était qu'1h30. Mais j'avoue que savoir qu'il y a des avions qui s'écrasent et que ça arrive quand même, mine de rien, ça fait un peu flipper. Donc on n'a pas passé ça dans les avions. Au départ, Dustin Hoffman, lui, il ne devait pas jouer Raymond Babbitt, il devait jouer son frère, il devait jouer Charlie. Et le rôle de Raymond avait été proposé initialement à Bill Murray. Bill Murray. Moi, j'imagine moins Bill Murray. Maintenant qu'on a vu le film, on voit bien les personnages chacun dans leur rôle. Bon, maintenant, après, Bill Murray, à l'époque, il avait le vent en poupe, c'était logique de lui proposer. Mais bon, c'est vrai que moi, je préfère le casting final. Et puis, le personnage de Rainman est inspiré d'un personnage réel qui s'appelle Kim Peek, qui est donc ce qu'on appelait à l'époque un autiste savant et qui avait des capacités de mémoire hors du commun. Ces médecins de l'époque, d'ailleurs, le comparaient à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un moteur de recherche Internet. Barry Morrow, qui est donc un des scénaristes, avait justement rencontré Kim Peek en 1984 et c'est à la suite de cette rencontre en fait, qu'il a eu l'idée d'écrire le scénario autour du personnage. Moi aussi, du coup, j'avais fait des petites recherches sur lui, sur Kim Peek, parce que j'avoue que je connaissais pas du tout son existence. Après, il faut savoir que j'ai découvert Rain Man avec le podcast, que je ne l'avais pas vu avant. Et donc Kim Peek, encore moins. Donc j'avais lu aussi que les facultés de Peek avaient ébloui le scénariste Barry Morrow, qui se sont rencontrés effectivement en 84, comme tu l'as dit. Et en fait, peu de temps avant que Morrow commence à écrire le scénario du film Rain Man, qui sortira du coup 4 ans après leur rencontre. Et du coup, malgré ses exploits de mémoire et autres aptitudes, comme d'effectuer des calculs impressionnants de tête, Peek n'a jamais appris à réaliser de nombreuses tâches quotidiennes, comme de s'habiller. Il avait cette capacité, ça me servirait beaucoup ça, il avait cette capacité étonnante de lire un livre parfois en 1 heure seulement. Je sais pas si c'est vrai, franchement, je sais pas si c'est faisable, mais apparemment il parvenait à lire 2 pages à la fois. D'accord. Mais au même titre que, je me dis, il y a des gens qui pratiquent la lecture rapide et qui... Ça m'arrive, moi, parfois, de lire... j'appelle ça lire en diagonale, mais en fait, je lis sans prendre le temps de vraiment lire tous les mots, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, ça m'arrive de faire ça. T'as l'impression de lire hyper vite. Ouais. C'est quand c'est des livres que j'aime pas. Donc, je me dis, nous, on n'est pas des flèches. On arrive à faire ça. Donc, je me dis, des gars qui sont des flèches... En vrai, pourquoi pas lire d'un œil? Pourquoi pas? Mais Kim Peek, il est quand même né avec une malformation neurologique du cerveau qui se traduit par l'absence d'un organe qu'on appelle le corps calleux et qui, en fait, contrôle la communication, c'est-à-dire le transfert d'informations entre les 2 hémisphères cérébraux. Bon, je sais pas dans quelle mesure ça joue, je m'y connais pas assez pour dire quoi que ce soit là-dessus. Mais en tout cas, jusqu'à sa mort en 2009, Peek a accompli sa mission de défenseur des personnes handicapées. Et il a fait la démonstration de ses incroyables facultés de mémorisation aux personnes qu'il rencontrait lors des conférences. Et le film Rain Man, c'était aussi une contribution pour lui, pour sensibiliser le grand public sur l'autisme, même si ça a laissé du coup quelques idées reçues et fausses, comme par exemple le fait que tous les autistes, toutes les personnes autistes étaient des savants, ce qui n'est pas forcément le cas, on va le voir après, parce qu'on va détailler un peu les différents troubles qu'il y a dans le spectre autistique. Et en tout cas, après la sortie du film Rain Man, Peek, forcément, il a connu une espèce de célébrité, et du coup, ça lui a permis de parcourir les universités du monde entier afin de faire profiter de ses connaissances et montrer aussi ses capacités de calcul extraordinaires. D'accord.
Eh ben, écoute, après cette riche introduction, on va pouvoir passer au corps du sujet et on va parler un peu plus directement des troubles du spectre autistique. Sally Pips, Deep Sally. 461 01 92. Vous connaissez mon numéro de téléphone? Comment tu sais ça? Tu m'as dit de lire le livre du téléphone hier soir, Deep Sally. 461 01 92. Et il apprend par cœur des trucs. De temps en temps, ça lui prend. Vous êtes des petits malins. Choisissez, je reviens. Comment tu fais ça? Comment tu fais? Je sais pas. Tu as mémorisé tout le bottin? Non. Tu l'as lu depuis le début? Oui. Jusqu'où t'es allé? G. G? G. Godsecker. William Marshall Godsecker. Tu as mémorisé jusqu'à G? Oui, G. A, B, C, D, E, F, G. G. La moitié de G. T'es génial. Ouais. Ça, j'aime. Ouais. Donc l'autisme est considéré comme ce qu'on appelle un trouble envahissant du développement. En France, pour diagnostiquer un trouble autistique, la Haute Autorité de Santé recommande d'utiliser la classification internationale des maladies, car c'est celle qui correspond le mieux aux critères qui sont définis par la communauté médicale. Donc on parle généralement de triade autistique pour définir les 3 éléments qui constituent le diagnostic. Alors il y a l'altération des interactions sociales, l'altération de la communication, et les intérêts restreints ainsi que les comportements stéréotypés. Donc ce qu'on appelle les altérations des interactions sociales, c'est l'évitement du contact oculaire, les expressions faciales pauvres ou exagérées, une gestuelle inadaptée au contexte, ou alors un manque de réciprocité sociale, notamment dans le partage des émotions ou des activités. Ça peut se manifester aussi par un manque, ce qu'on appelle d'attention conjointe, c'est-à-dire pas partager, les sujets ne vont pas partager les mêmes centres d'intérêt que toi, et donc les centres d'intérêt qui ne les intéressent pas, ils ne vont pas communiquer dessus, quoi. Ensuite, l'altération de la communication, alors ça c'est soit l'absence ou le retard de langage, sauf dans une forme particulière qu'on appelle l'autisme Asperger, mais qu'on n'appelle plus comme ça, enfin voilà, cette forme particulière-là d'autisme de haut niveau. Ensuite, ça peut être des difficultés à engager ou à soutenir une conversation. Un usage qu'on appelle stéréotypé ou répétitif du langage, c'est-à-dire les écholalies. L'écholalie, c'est répéter quelque chose qu'on vient d'entendre. Voilà, par exemple, ça fait combien de plus 2 ? La personne répond, ça fait combien de plus 2 ? Ça fait combien de plus 2 ? Ça fait combien de plus 2 ? Voilà. Et une autre chose qu'on appelle l'idiosyncrasisme, en fait, qui est l'utilisation de mots inappropriés ou non adaptés au contexte. Et enfin, donc la dernière catégorie, ce que je disais, c'est les intérêts restreints et les comportements stéréotypés. Ça se manifeste par ce qu'on appelle des préoccupations sélectives pour des centres d'intérêt bizarres. Voilà, chez les petits-enfants, ça va être des enfants qui vont se focaliser sur un type d'élément d'un jouet en particulier, ou plus tard, adultes, être complètement obsédé par un seul type de sujet, ou un chiffre, ou je sais pas quoi, une couleur. Voilà. Il y a aussi des adhésions à des rituels ou des habitudes non fonctionnelles. Alors ça peut parfois se manifester par des TOC, en fait, un trouble obsessionnel compulsif, un TOC, et ce qu'on appelle aussi l'immuabilité, c'est-à-dire justement l'incapacité à tolérer le moindre changement dans les routines habituelles. Et enfin, on peut retrouver aussi ce qu'on appelle du maniérisme moteur. C'est par exemple le fait de se balancer. Souvent certaines personnes, alors une fois encore, c'est des troubles du spectre autistique, donc tout le monde n'a pas tous ces symptômes-là. Mais dans certaines parties du spectre, on peut retrouver ça, et voilà, notamment ces balancements. Donc aujourd'hui, on parle plus facilement donc, de spectre du trouble autistique parce que, comme je disais, il existe une multitude de manifestations différentes allant de formes extrêmement invalidantes, c'est-à-dire des formes non verbales, où il n'y a vraiment pas de communication, et ça va jusqu'à des formes qui peuvent être très subtiles et qui passent souvent inaperçues. Une des formes les plus connues, c'est l'autisme Asperger, ou autisme de haut niveau, terme que la littérature médicale n'utilise plus, parce que je ne savais pas, en raison du passé eugéniste de Hans Asperger, qui avait défini ce trouble, ce type particulier de trouble. C'est vrai que maintenant Asperger, on l'utilise quand même plus trop. On utilise TSA. Ah ouais. Moi, je l'entends encore, Asperger. Ou neuroatypicité. Mais bon, voilà, il a été un petit peu mis au banc des termes de la communauté médicale, voilà, à cause de ça.
Bon, en général, pour poser un diagnostic de TSA, il est recommandé de faire toute une série de tests psychologiques. Ça s'appelle un bilan neuropsychologique. Et ces tests sont réalisés le plus souvent dans des centres donc spécialisés, ce qu'on appelle des centres ressources autisme, les CRA. En France, il y en a à peu près 27 répartis sur le territoire. Et ça, sans compter les antennes de proximité. Donc, il y a forcément près de chez vous un centre dans lequel vous pouvez vous faire diagnostiquer. Mais pour y avoir accès, il faudra au minimum avoir un courrier d'adressage, soit par votre médecin généraliste ou par un psychiatre. Si je puis me permettre, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, enfin j'ai orienté une personne il n'y a pas longtemps, parce qu'en Ile-de-France, il n'y en a pas moult non plus. Et le centre ressources autisme, qui est un des plus gros en Ile-de-France, qui est à Mont-d'Or, à Créteil, il y a quasiment 1 an d'attente, mais du coup, c'est forcément il demande forcément un adressage médical de la part d'un psychiatre. Genre médecin généraliste, ça passe pas. D'accord. Voilà, pour info. Bon, donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir au moins mis les pieds dans le bureau d'un psychiatre pour y avoir accès, mais bon, voilà. De toute façon, c'est vrai que le problème à l'heure actuelle, c'est la file d'attente, parce que voilà, c'est des centres qui sont quand même beaucoup sollicités. Après, voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas que les centres ressources autisme pour faire le bilan neuropsychologique. Ça peut se faire aussi en ville. Il y a des neuropsychologues, qui sont une spécialité particulière des psychologues qui sont spécialisés justement dans la passation d'échelles et de bilans et tout ça, qui peuvent proposer ça. Bon voilà, l'inconvénient c'est que ce sont des praticiens libéraux et que donc c'est pas pris en charge par la sécurité sociale et ça a quand même un prix. Donc c'est vrai que si on a les moyens, on peut avoir un rendez-vous plus rapidement et avancer plus rapidement sur le diagnostic. Alors donc, Laetitia Renman, est-ce que c'est un vrai autiste ou est-ce que c'est un fantasme hollywoodien ? Alors, j'avoue que moi, je me suis un peu... pas perdue, mais je trouve que vraiment, quand t'es pas du milieu, j'allais dire, entre nous, quand vraiment, je pense que tu sais pas du tout ce que ça recoupe, les troubles du spectre autistique, il y a vraiment de quoi un peu s'y perdre, parce que les appellations changent, parce qu'il y a des termes qui sont plus tout d'actualité, qui sont vraiment, j'allais dire, des termes d'avant qui sont un peu péjoratifs, quoi, j'ai trouvé. Dans certains articles, il y a une notion qui revient souvent. Lorsqu'on fait le cheminement un peu historique des considérations autour de l'autisme, qu'on appelle l'idiot savant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette appellation. L'idiot savant, donc un peu péjoratif, je trouve, qui, selon la définition de l'époque, correspondrait en fait à Rainman. Et en fait, apparemment, c'est le terme d'idiot savant qui est devenu avec le temps le savant autiste, alors qui est tout de suite un peu moins péjoratif, mais finalement toujours peu représentatif des troubles du spectre autistique. Et donc ce fameux concept du syndrome du savant, il remonte à 1887, donc ça date un petit peu, quand le médecin J. Langdon Down a utilisé pour la première fois ce terme de savant idiot pour des personnes qui présentaient un QI faible, mais qui excellaient dans un domaine artistique, musical, mathématique ou autre. Donc, en fait, à l'époque, le mot idiot, ça désignait un QI assez bas. Finalement, il n'était a priori pas perçu comme insultant. Bon. Ce qui est paradoxal, je trouve, parce que dénommer quelqu'un idiot alors qu'il a des performances extraordinaires sur des capacités de calcul ou de connaissance, c'est assez... Bon, en tout cas, le savant autiste, ça m'a amené forcément à parler de Daniel Tammet. Je ne sais pas si tu le connais, si tu l'as déjà entendu parler. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit... Non, je pense qu'on dit Daniel Tammet. T-A-2-M-E-T. En fait, c'est un homme incroyable. C'est vrai que quand j'ai vu les capacités mnésiques de Rainman dans le film, j'ai tout de suite pensé aux capacités mathématiques et sensorielles, synesthésiques en fait, de Daniel Tammet. Il a reçu le diagnostic, donc c'est un scientifique, il a reçu le diagnostic du syndrome d'Asperger, donc même si c'est plus trop utilisé, à l'âge adulte.
Et en fait, c'est un écrivain britannique qui maîtrise environ une dizaine de langues. Et ce qui l'a fait connaître, donc déjà c'est ouf, ce qui l'a fait connaître, c'est le fait qu'en 2004, en fait, il a réussi à réciter les 22 514 premières décimales de pi en 5 heures, 9 minutes et 24 secondes, établissant un nouveau record européen. Donc moi, pour te dire, j'arrive toujours pas à poser une division. Donc quand on me dit les 22 000 premières décimales de pi, je me dis wow, c'est ouf. Et en fait, tu l'avais vu ça ? Non. Et c'est grâce à ses capacités synesthésiques. Ouais. En fait, Tu au niveau peux expliquer ce que c'est un peu pour les gens qui savent pas ? Bah, je crois que j'en parle après. D'accord. Attends. Je crois que j'en parle après, mais oui, c'est ça. C'est ça, j'en parle après. En fait, il perçoit les chiffres vraiment très différemment de nous. En fait, c'est pas juste des chiffres, c'est associé à des couleurs, à des sensations. Il y a vraiment c'est ça, la synesthésie. c'est associé. Enfin, il y a un chiffre pour lui, ça va être du bleu, ça va être froid, ça va être associé à un jour particulier. C'est pas juste des chiffres et des calculs, quoi. Ça va vraiment au-delà de ça. Et du coup, c'est ce qui lui permet d'avoir ses capacités mnésiques, en fait. C'est qu'il va au-delà du rapport vraiment numérique des chiffres. Donc justement, il a un rapport sensoriel aux chiffres qui est très particulier. En fait, il explique qu'il s'attache d'abord aux chiffres qui ont pour lui une vie particulière, une couleur, une forme, de la beauté, de la chaleur ou de la laideur. Ces chiffres, chacun distinct l'un de l'autre, sont les premiers personnages de sa vie intérieure. C'est pourquoi se souvient-il de tous distinctement, comme nous reconnaissons toujours un visage d'un autre. Et c'est pourquoi l'autre, avec son langage et ses codes, lui apparaît toujours étranger, à assimiler, sans familiarité. Donc oui, c'est vraiment très, très intime comme rapport aux chiffres, mais c'est vraiment ça. Et en fait, Daniel Tammet, donc dans un de ses livres, il dit « Je suis né le 31 janvier 1979, un mercredi. Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est bleu. » D'ailleurs, donc c'est un de ses livres qui s'appelle « Je suis né un jour bleu ». Et en fait, il dit « Les mercredis sont toujours bleus, de même que le nombre 9. Les nombres sont mes amis, chacun est unique et possède une personnalité propre. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une expérience visuelle et synesthésique des nombres. » Donc voilà, ça explique bien justement le côté synesthésie. Donc, c'est pas une Rain Man, c'est pas une fabulation. Ce type de personne extraordinaire existe vraiment. Voilà, à noter simplement que toutes les personnes avec un syndrome d'Asperger ne présentent pas ces particularités de haut niveau. C'est vraiment très spécifique et très rare. Et effectivement, alors, j'ai fait un petit aparté sur le syndrome d'Asperger quand même. Il a été décrit pour la première fois en 1943 par donc, le pédiatre viennois dont tu as parlé, Hans Asperger. Et il a été remis en valeur par la psychiatre Lorna Wing en 1981. Et il a enfin été reconnu, donc il s'est passé un peu de temps, il a été reconnu officiellement en 1994 par le DSM-4, donc le manuel de diagnostic américain, avant que le terme TSA, trouble du spectre autistique, ne soit adopté dans le DSM-5. Donc je ne sais pas si Rain Man serait considéré comme un autiste Asperger, parce que ce trouble, il affecte, comme les autres TSA, les capacités relationnelles et de communication, mais il n'y a aucun retard de langage ou déficience intellectuelle associée. Est-ce que c'est le cas pour Rain Man ? Je ne sais pas trop. Ouais, d'autant que effectivement ma réflexion elle est un peu obsolète si on prend en compte que on réfléchit avec la notion de spectre maintenant. Mais en tout cas, les capacités de Rain Man dans le film existent chez d'autres personnes dans la réalité, quoi. C'est pas, comment t'as dit, un fantasme hollywoodien. Donc ensuite, je voulais vous parler de la communication chez Raymond. Alors, donc Raymond, le personnage principal, donc comme on l'a dit, il souffre d'autisme, il possède des capacités intellectuelles élevées, mais très spécifiques, et il semble quand même totalement dépendant. Il a quand même besoin de quelqu'un dans son quotidien pour faire des tâches assez, routinières, quoi.
Donc pourtant, ce fonctionnement-là, il ne représente qu'une minorité des personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme. C'est vraiment important, c'est pas du tout représentatif des personnes qui sont atteintes de TSA. C'est vrai que la description de Rainman, elle est finalement assez réductrice, elle n'est pas représentative des TSA de manière générale. Mais on retrouve cependant très clairement certains critères diagnostiques DSM-5 avec, comme tu disais, un déficit marqué dans le niveau de la communication et du maintien des relations. Donc on peut dire que le trouble reste donc décrit avec un certain réalisme. Donc est-ce que... en fait, moi je suis un peu partie là-dessus, sur le fait que c'était certes une vision réaliste, mais un petit peu réductrice d'une certaine forme de TSA. En tout cas, on est loin de certains clichés sur les personnes autistes, chez qui on va parfois forcément imaginer une déficience intellectuelle. Donc avant que ça devienne les TSA, avant cette notion de spectre, il y avait différentes catégories, donc avec les affections suivantes. L'autisme, le syndrome d'Asperger, le trouble désintégratif de l'enfance et trouble envahissant du développement non spécifiés. Cependant, les recoupements étaient si nombreux qu'il était difficile de faire des distinctions. Les médecins n'utilisent donc plus cette terminologie et considèrent que toutes ces affections, maintenant, font partie des TSA, donc troubles du spectre autistique. Donc, en fait, le chiffre, ce que j'avais lu dans l'article « Que fait-on de l'intelligence autistique » de Laurent Montron, qui date de 2010, il dit que le chiffre classique de 75% de déficience dans l'autisme n'a plus de pertinence si on l'applique au spectre en entier. Puisque si on prend le syndrome d'Asperger, par exemple, on a dit qu'il ne présentait pas de retard intellectuel. Donc c'est vraiment assez variable et encore une fois, c'est difficile de faire des généralités dans cette notion de spectre. Je suis toujours sur la partie dans la communication, donc je voulais quand même faire un mini aparté sur les écholalies et un mini aparté sur la conversation chez Raymond. Pour les écholalies, dont on a parlé tout à l'heure, en fait, c'est des répétitions automatiques des phrases, souvent les fins d'ailleurs, de l'interlocuteur, voire de certaines syllabes. Dans le film, Raymond fait ça très souvent. Il répète les phrases ou les fins de phrases de son frère, joué par Tom Cruise. Oui, il répète même un sketch, je crois, là. Ah oui. Qui joue en première base. Enfin, il comprend pas l'humour, mais il répète ça en boucle, oui, c'est vrai. Donc il répète les phrases ou les fins de phrases de Tom Cruise ou d'autres personnes qui l'entourent d'ailleurs. Et en fait, l'écholalie, c'est une manière d'entrer en communication. Ça peut venir signifier une affirmation, une validation, une envie. En fait, souvent, la personne autiste, elle ne répète pas n'importe quel mot. Ça m'a fait penser, dans une autre période de ma vie, j'étais animatrice auprès d'enfants avec des troubles autistiques. Et il y avait un petit... Quand on allait en sortie, on prenait le métro. Et à chaque fois qu'on prenait le métro, il n'arrêtait pas de répéter le R de Riquet, le R de Riquet, le R de Riquet. Et du coup, on comprenait pas en fait ce qu'il voulait dire. Mais donc c'était pas anodin en fait le R de Riquet. Donc Riquet, c'était la station de métro où il habitait. Et du coup, je pense que c'était un moyen mémotechnique aussi, tu vois. Mais du coup, ça avait totalement du sens. Enfin, ça sortait pas de nulle part pour lui. Mais c'est vrai que si toi, t'as pas la référence, tu comprends pas le sens de son écholalie. Mais c'était pas n'importe quel mot pour lui, en fait. Donc ça répond quand même parfois à une préoccupation. Voilà. Même si les écholalies, elles sont souvent rhétoriques, dans le sens où ils attendent pas forcément de réaction ou de réponse derrière. Et un dernier petit aparté sur la conversation. Donc on le voit aussi dans le film Rainman. La conversation peut ne pas être interactive, et lorsqu'elle est présente, elle est utilisée davantage pour étiqueter ou formuler une demande, plus que pour partager des idées ou des sentiments. Et au niveau du ton, Dustin Hoffman, il le fait hyper bien, je trouve. Dans sa manière de parler, il y a un ton laconique et un espèce de rythme inhabituel dans sa manière de parler qui la rend un peu déroutante. Ça, c'est-à-dire quand il dit « Je suis un excellent conducteur ». Oui, je suis un excellent conducteur. Ok, écoute, moi je te propose pour en savoir un petit peu plus sur ce diagnostic, j'avais envie, moi, de faire passer à Raymond une échelle qui s'appelle l'échelle AQ, l'échelle de quotidien de l'autisme.
de Baron Cohen. Je remercie au passage la neuropsychologue de Fontainebleau qui m'a passé ce test-là pour que je puisse le faire passer à Raymond. C'est Guillemette Billard, donc merci à elle si elle nous écoute. Et donc c'est une échelle, c'est un auto-questionnaire, c'est-à-dire qu'on donne ça à la personne, et la personne, elle répond aux 50 affirmations qui sont présentes et pour laquelle donc, elle doit dire si elle est tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord. Donc on ne va pas faire toutes les questions, mais j'en ai relevé quelques-unes pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut retrouver dans ce test-là. C'est des questions du type, ou des affirmations du type « je préfère tout faire continuellement de la même manière », « je suis fasciné par les dates », ou alors « je suis fasciné par les chiffres », « je trouve qu'il est difficile de se faire de nouveaux amis », « je remarque sans cesse des schémas réguliers dans les choses qui m'entourent ». Voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple ? Je suis souvent le ou la dernière à comprendre le sens d'une blague. Ou je ne suis pas très doué pour me souvenir des numéros de téléphone. Ou alors j'aime collectionner les informations sur des catégories de choses, type de voitures, d'oiseaux, de trains, de plantes. Ou les nouvelles situations me rendent anxieux ou anxieuse. Et donc, là, moi, j'ai répondu à la place de Raymond. Et j'ai calculé son score. Et si je me fie à ce qu'on peut observer dans le film et que je les compare aux affirmations qui sont dans l'échelle de Baron Cohen, eh ben on arrive à un score de 45 sur 50. C'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment de doute sur le diagnostic, mais on peut dire que le film, en fait, il coche un peu tous les stéréotypes classiques de l'autisme moyen, on va dire. Donc Raymond, il a des gros défauts d'habileté sociale, il est incapable de partager son attention, il est en difficulté dans quasiment tous les niveaux de communication, il a des capacités d'imagination restreintes et il va avoir tendance à attacher une attention particulièrement importante à des détails. Alors bien sûr, on ne fait pas le diagnostic de trouble du spectre autistique seulement sur une échelle, mais au moins cette échelle AQ, pour le film, c'était un petit peu rigolo de la faire passer et de voir que si on la rapporte à des éléments cliniques concrets, ça se tient, quoi. Et donc ça fait finalement de Dustin Hoffman un autiste plutôt crédible. Raymond, Oui, vous êtes doué pour les chiffres? oui. J'ai lu un mémoire là-dessus, je vais tenter une expérience. 4 sports, 400 Vox. Qu'est-ce que je t'ai dit? Après, on Oui. verra après. On va faire une expérience, Raymond. Oui. Vous savez combien font 312, multiplié par 123? 3, 8, 3, 7, 6. C'est bien ça? Quoi? C'est exact? Exact? Oui. Ray, 4343 multiplié par 1234. 5, 3, 5, 9, 2, 6, 2. C'est un génie? Il n'y a pas d'erreur. C'est un génie. Ray, vous pouvez me dire quelle est la racine carrée de 2130? 4, 6, 1, 5, 1, 9, 2, 3, 0, 4. 2, 3, 0, 4. Incroyable. C'est vrai, ces démons, ils devraient travailler pour la NASA ou un truc comme ça. Voilà, moi je vais déjà te rendre la parole pour que tu puisses nous parler de l'autisme chez les femmes. Ouais, l'autisme chez les femmes, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant, qui n'est pas du tout abordé dans le film, puisqu'il n'y a que des mecs, mais c'est pas grave, ça donne quand même l'occasion d'en parler. Oui, mais parce que on était en 89 à ce moment-là, dans 88 quand le film est sorti. Ouais. Déjà, l'autisme, on ne savait pas trop ce que c'était, on ne savait même pas que ça avait un nom, en tout cas dans la population générale. Si on prend à part la catégorie des femmes, c'était vraiment beaucoup trop spécifique. Je pense que c'est un peu normal que là, ils n'en parlent pas, quoi. Donc j'ai lu un article qui s'appelle « Nous les femmes, on est une sous-culture dans l'autisme. Expérience et point de vue de femmes autistes sur le genre et l'accompagnement » par Isabelle Courcy dans la revue Nouvelles Questions Féministes qui date de 2021. Donc cet article, il présente les propos de femmes recueillies lors d'une recherche menée auprès d'adultes autistes au Québec et propose une réflexion à partir de leur point de vue. Donc il développe un peu dans l'article des axes qui... je vais juste parler des 3 grands axes en gros que j'ai retenus.
Le premier, c'était le fait que les critères diagnostiques étaient assez masculins, finalement. Elles disent que les femmes reçoivent leur diagnostic assez tardivement, ce qui a pour conséquence de retarder l'arrivée des soutiens professionnels. Et certains auteurs suggèrent que les critères diagnostiques donc, sont principalement pensés et validés à partir du profil masculin et que, comme tu l'as dit juste avant, en fait, ont traditionnellement occulté les façons dont l'autisme peut se manifester chez les filles et chez les femmes. Et donc, il y a une source de Watkins, Zimmerman et Pauling, qui date de 2014, où ils valident le fait qu'une grande majorité des recherches en autisme sont réalisées auprès de parents ou d'intervenants concernant des sujets masculins dans plus de 80% des cas. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Franchement, j'avais pas encore vu ça comme ça, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, bah ouais, c'est sûr en fait, qu'elles peuvent pas s'identifier si les critères ont même pas été pensés pour elles. En fait, au moment où on a fait les critères, c'était même pas encore envisagé, donc forcément, il y a un gap, quoi. Après, il y a la question des erreurs diagnostiques, malheureusement. En tout cas, de mauvais diagnostics posés. Et dans cet article, en fait, ils disent que plusieurs femmes rapportent avoir reçu un mauvais diagnostic. Donc notamment, le plus souvent, c'était des diagnostics de dépression, d'anxiété, de troubles de la personnalité ou de stress post-traumatique, avant d'être diagnostiquées sur le spectre autistique. En fait, c'est pas le diagnostic qui vient en premier, apparemment. Ah bah moi, à chaque fois, c'est pareil. Hein. Les femmes qui consultent, c'est soit parce qu'elles se sentent déprimées, soit parce qu'elles se sentent anxieuses, ou soit effectivement parce qu'elles sont déprimées, parce qu'elles ont quelque chose qui s'apparente à un trouble de la personnalité, en tout cas qui est perçu comme ça par la personne qui l'adresse. Enfin, bon, mais à aucun moment, quelqu'un s'est dit « Ah bah tiens, si c'était un trouble du spectre autistique ». On voit d'abord les comorbidités, c'est-à-dire la pathologie associée, et le diagnostic qui se fait souvent après. Ouais, c'est ça. Mais du coup, si elles amènent ce type de symptômes parce qu'elles-mêmes ne pensent pas forcément à ce domaine-là, si le professionnel de santé n'est pas sensibilisé ou va pas sur ce terrain-là, finalement, ça reste sur la dépression et l'anxiété et ça va pas au-delà, quoi. Bon, à l'inverse, il faut faire attention aussi maintenant il y a aussi des gens qui arrivent directement avec je pense que j'ai un trouble autistique ou je suis convaincu que j'ai un TDAH aussi ou que je suis HPI. Souvent, c'est pas ça. Hein. Mais du coup, tu trouves pas que souvent les personnes qui ont vraiment un TSA, elles disent jamais ça? Bah oui, c'est sûr. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, c'est comme ça. Dans mon expérience, oui, c'est ça. À nuancer, dirons-nous. Ouais. Et du coup, en termes par rapport aux erreurs de diagnostic, il y a aussi effectivement le côté adaptatif des femmes avec TSA qui serait, donc toujours selon l'article d'Isabelle Courcy, qui serait mieux à même de camoufler leurs caractéristiques autistiques par l'utilisation de stratégies pour se conformer aux règles tacites régissant les interactions sociales. Et elle parle de stratégies d'imitation sociale. En fait, les filles autistes, elles développeraient un sens de l'observation plus aiguisé que les garçons. Et elles parviendraient plus facilement à imiter les autres, à mimer les comportements sociaux qui leur sont étrangers. Et c'est ça d'ailleurs qui les fatigue et qui, au bout d'un moment, finit par les épuiser psychiquement. C'est ça qui est usant, ouais. Et enfin, le dernier point que j'ai quand même retenu de l'article, c'est qu'il y aurait, en tout cas c'est le ressenti, c'est le vécu des femmes autistes qui ont témoigné dans cet article, que en fait elles seraient plus sujettes à recevoir des jugements négatifs comparativement aux hommes autistes, donc toujours selon ces femmes, qui vont recevoir plus de compréhension. Les gens vont plus comprendre parce que c'est plus visible. En fait, les femmes, c'est plus à l'intérieur, et encore une fois, avec ce côté adaptatif, il y a encore des réactions qui peuvent être interprétées comme de la susceptibilité. Qui a pris cette photo? PA. Tu habitais avec nous? Oui, 1241 avenue des Platanes, Cincinnati, Ohio.
Mais quand est-ce que tu es parti? À quel moment? 21 janvier 1965. Tu te souviens de ce C'était jour-là? un jeudi, il neigeait beaucoup. Il y avait une couche de neige de 18 cm. C'était juste après la mort de maman. La Oui, nouvelle année. oui, maman est morte le 5 janvier 1965. Et tu te souviens de Après ce jour-là? Tu te souviens du jour où tu es parti de la Une maison? courte et soudaine maladie. Tu te souviens du jour où tu es parti? Oui. Et moi, j'étais là? Où j'étais, moi? Toi, tu Qu'est-ce que- où étais j'étais à la fenêtre. Tu me faisais tes signes à la main. Au revoir. Rainman. Alors, c'était toi qui me chantais des chansons quand j'avais peur. Oui. Bon, allez, moi maintenant je vais vous parler de l'autisme et des relations entre frères et sœurs. Parce que c'est quand même un thème central dans le film Rainman. Évidemment, le film parle de l'autisme, mais il parle aussi de la relation entre les deux frères. Et pour mieux comprendre si les rapports entre Raymond et Charlie étaient crédibles, je me suis demandé s'il y avait dans la littérature des articles qui s'étaient intéressés justement aux interactions familiales, en particulier celles entre frères et sœurs. Figure-toi qu'à ma grande surprise, il y a pas mal de choses dans la littérature. Même si le sujet le plus souvent abordé reste la qualité de vie des membres de la famille qui vivent avec les personnes qui ont un trouble du spectre autistique, j'ai sélectionné un article plutôt récent qui est sorti en janvier 2023 qui s'appelle The Quality of Life Among Siblings of Autistic Individuals, a Scoping Review, par Giuseppe Quattrosi et collaborateurs, qui est paru dans le Journal of Clinical Medicine. Et donc, qu'est-ce qui ressort de cet article? C'est que plus les troubles du comportement de la personne autiste sont importants, plus il y a de conflits et de distance entre les frères et sœurs. Cette observation, elle est, comme je disais, partiellement validée dans le film. On le voit bien surtout au début, face aux troubles du comportement de Raymond. Donc Charlie va avoir des réactions violentes, il attrape son frère par le cou, il parle fort, il s'énerve avec lui. Et ce qui diffère dans le film, c'est que plus Charlie comprend le handicap de son frère, plus il va s'adapter. En ce qui concerne les stratégies d'adaptation, les adultes utilisent plutôt des méthodes basées sur des résolutions de problèmes. Je pense que c'était involontaire dans le film, mais bon, cette observation, elle est très bien illustrée par la scène des bâtonnets de poisson. À un moment, donc, je ne sais pas si tu te rappelles, Charlie, il apporte du poisson pané à son frère, sauf qu'il n'y a que 4 bâtonnets de poisson dans l'assiette, alors que Raymond, il a l'habitude d'en avoir 8 là où il était dans son foyer. Et là, donc, pour résoudre le problème, son frère, il coupe en deux chacun des bâtonnets, donc 2 x 4, ça fait 8. Voilà, ça va, j'ai Bon. aimé ce passage, moi, dans le film. Bon, c'est pas volontaire, je pense, quand c'est fait dans le film, mais ça traduit bien ce qui essayait d'être démontré dans l'article. Après, chez les frères et sœurs de personnes autistes, ce que dit l'article, c'est qu'il y a plus de prédisposition au conflit et à l'agressivité, plus de stress, moins d'attitudes positives, une baisse du bien-être psychologique et moins de soutien social perçu. C'est moins flagrant dans le film. On ne sent pas vraiment que Charlie est plus stressé ou plus mal psychologiquement à cause de son frère. Bon, quant à la question du soutien social, elle n'est pas vraiment abordée puisque la seule solution à l'époque du film, c'était l'hébergement au foyer. Tu avais un trouble psychique, tu allais dans un foyer spécialisé et puis le film ne s'attarde pas là-dessus parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Après, les frères et sœurs ressentent, d'après ce qui est dit dans l'article, une plus grande charge de responsabilité et sont plus souvent préoccupés par l'intégration sociale et le bien-être de leurs parents autistes. Pareil, dans le film, la relation, elle évolue. Au début, Charlie il considère Raymond un peu comme un étranger, il cherche à profiter de lui surtout pour récupérer sa part de l'héritage, mais lorsqu'il devient vraiment son frère, alors Charlie il essaye de faire son maximum pour que Raymond il soit bien et qu'il ait une meilleure qualité de vie. Il lui propose même de cohabiter avec lui et de lui créer un genre de cadre rassurant comme celui qu'il avait dans son foyer. Donc une fois encore, le film est plutôt, je trouve, assez réaliste sur ce point-là. Je terminerai en précisant que pour les auteurs de l'article, il n'existe pas aujourd'hui d'échelle validée pour mesurer les conditions de vie d'un parent de personnes autistes. Par contre, si vous vous intéressez au fonctionnement des familles dans lesquelles il y a un enfant autiste, je vous conseille de lire la méta-analyse française qui est très complète, qui a été faite par Gwendoline Decken
Godfrey et ses collaboratrices. C'est paru dans le Journal of Autism and Developmental Disorder en 2024. C'est une publication qui compile 62 articles parus entre 1980 et 2021 sur le thème du fonctionnement familial. Et je mettrai le lien en description du podcast. Qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'argent. 250 000 $? Sans aucune obligation. Vous le prenez et vous vous en allez. Il ne s'agit pas de régler des comptes. Il ne s'agit pas de perdre ou de gagner. Il y a 8 jours, je vous ai demandé pourquoi on ne m'avait jamais dit que j'avais un frère. Vous n'aviez pas de réponse. Je sais pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je viens de m'apercevoir que je n'en veux plus du tout à mon père de ne m'avoir rien laissé. Vous étiez son ami, vous avez dû savoir qu'il a essayé d'entrer en contact avec moi 2 ou 3 fois. Je l'ai jamais rappelé, j'étais un petit con. C'est vrai, s'il avait été mon fils et qu'il ne m'ait pas rappelé, je lui aurais rien laissé non plus, merde. Mais le fric, je m'en fiche maintenant. C'est pas ça, c'est... Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il ne m'a jamais dit que j'avais un frère. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit. Pourquoi personne ne m'a jamais dit que j'avais un frère. Parce que ça m'aurait fait plaisir de le connaître avant, et pas seulement ces 6 derniers jours. Ben voilà, maintenant c'est venu le moment de donner notre avis sur le film. Écoute, tiens, je vais commencer. Oui, je t'en prie. On a souvent donc reproché à Rain d'être en quelque sorte une caricature incorrecte de l'autisme. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Déjà, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, les formes d'autisme sont multiples. Raymond, c'est donc une forme parmi tant d'autres. Alors évidemment, Rain Man, c'est un rôle, comme je le disais en introduction du podcast, c'est un rôle à Oscar. Donc c'est un film dans lequel on met l'accent sur la performance, quoi. Et là, Tom Cruise, malgré son grand talent, il est relégué au second plan. À l'image du frère écarté de l'héritage, il est éclipsé par la prestation de Dustin Hoffman. Et ce film, il me touche particulièrement parce que moi, j'ai moi-même mon frère aîné qui a une forme d'autisme qui est, je dirais, assez semblable à celle de Raymond. Donc forcément, je suis plus facilement ému par le jeu de Dustin Hoffman qui arrive à faire ressortir des comportements ou une diction que je connais bien, avec laquelle j'ai grandi. Et donc, quand je reconnais les stéréotypies, les écolalies ou encore l'intolérance au changement, voilà. Et puis des particularités spécifiques. Par exemple, mon frère, il a une mémoire incroyable. Voilà, il peut se rappeler que j'ai pleuré le 2 février 1982. Il est capable d'apprendre par cœur des tonnes de dates de calendrier. Et si tu lui donnes une date, n'importe laquelle, il peut te dire quel jour de la semaine c'était. Voilà, il est aussi très fort en calcul mental. Peut-être pas aussi fort que Raymond, mais quoique. Il ne peut pas compter les cure-dents, tu vois, mais pour faire des calculs mentaux assez complexes, il se défend plutôt pas mal. Tout ça pour dire que Rain Man, pour moi, c'est pas une caricature d'autisme, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu toute mon enfance et que je continue à vivre encore aujourd'hui, lorsque je vois mon frère. D'ailleurs, tout comme Raymond avec Charlie, mon grand frère, il a toujours été très attentionné avec moi. Même quand j'étais tout petit, c'était mon grand frère. Et voilà, il supportait pas que ça le rendait pas bien en fait quand moi j'étais mal. Voilà. Enfin, pour en revenir au film, on est sur un film qui est plutôt dans son jus des années 80, les voitures, les coiffures, les vêtements, la musique d'époque, Hans Zimmer, tout ça, qu'on retrouve pas du tout aujourd'hui. Enfin, pour un film de plus de 2 heures, je trouve que ça passe quand même plutôt bien. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Je l'ai regardé 3 fois sans problème pour le podcast. Donc c'est un road movie qui est plutôt bien mené, il n'y a pas de longueur, j'ai trouvé. Puis bon, les scènes notamment à Las Vegas, elles sont plutôt cultes, quoi. Maintenant on s'en rappelle, notamment la scène où ils sont tous les deux en costume et qui descendent comme ça dans l'escalator, qui a été reprise d'ailleurs dans le film The Hangover, si vous l'avez vu, Very Bad Trip. Voilà, bref, moi j'ai adoré. Et puis des films qui parlent de l'autisme, il n'y en a pas tant que ça, alors je trouve que ça serait dommage de rater celui-là. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai bien aimé. Non, j'ai bien aimé. Je vais avoir un avis un peu moins fourni et complet que le tien.
En tout cas, vraiment, je ne le connaissais pas, ce film. Enfin, de nom, quoi. Je l'avais pas vu. Et du coup, je m'attendais à... Ouais, je m'attendais à un truc caricatural et un truc un peu péjoratif, quoi, du coup, que j'ai pas du tout ressenti. J'ai pas du tout ressenti un truc un peu malsain, en mode où ça décrédibilisait un peu les personnes que c'était censé représenter. Donc ça, déjà, j'étais agréablement surprise. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que Dustin Hoffman éclipse Tom Cruise, donc ça passe, parce que Tom Cruise, voilà, je peux pas me le voir. Ah. Donc, non, franchement, c'est un très bon film, et moi aussi, je pense que je le conseillerais. Et la musique, quand même. J'avoue, j'ai bien kiffé la flûte de Pan, comme tu dis, de Hans Zimmer, et j'étais surprise de voir que c'était Hans Zimmer. Bah oui, parce que le style de l'époque ressemble pas du tout à ce qu'il pas a dit. pu faire Ouais. ces dernières années. Moi, je sais même pas si c'est vraiment lui maintenant qui fait les scores des films. Bon, il a beaucoup de disciples qui font comme lui. Il délègue. Mais oui, moi j'avais Hans Zimmer, j'avais plutôt le souvenir de musique un peu pompier, boum boum, un peu assourdissante. Donc ça, c'est vrai que se dire qu'il faisait ça à l'époque, voilà. C'était un peu léger, là, c'était un peu fluette. Mais surtout Black Rain, moi, je retiendrai plus la BO de Black Rain que Rain Man. Bon, on termine avec nos recommandations. Allez, je te laisse commencer. Je commence. Alors, donc première recommandation, donc le livre, c'était donc Je suis né un jour bleu de Daniel Tammet, qui est le livre autobiographique du scientifique dont j'ai parlé avant, et dans lequel il remet un peu il remet un peu en question le fait que le syndrome d'Asperger soit présent dans le spectre des troubles autistiques, parce qu'avec ses patients de haut niveau, pour lui, en fait, ce qui transparaît clairement, c'est l'absence de corrélation obligée entre la déficience cognitive et les difficultés communicationnelles propres à l'autisme. Et du coup, cette absence de corrélation ferait que pour lui, il n'a pas lieu d'être dans le spectre. D'accord. Bon, voilà. Et au-delà de ça, Daniel Tammet, comme je l'ai dit, c'est quand même quelqu'un d'assez incroyable, donc, et qui s'exprime vraiment très bien, et encore une fois, d'une manière atypique, quoi. Enfin, c'est vraiment intéressant de le lire. Voilà. Et le dernier podcast, même si j'en avais mis 2, voilà. Celui que j'ai retenu, ça s'appelle Le bruit des cauchemars, et c'est inspiré de l'univers de Little Nightmares. Je sais pas, pour moi c'est un jeu vidéo, Little Nightmares. Ouais, c'est un jeu vidéo. Ah bah voilà. C'est inspiré de l'univers du jeu vidéo Little Nightmares. Et le bruit des cauchemars, donc il y a 6 Le bruit épisodes. des glaçons, c'est autre chose. Des formations professionnelles. Le bruit des cauchemars, c'est un court podcast qui fait 6 épisodes. Pas très long en plus, je crois que chaque épisode doit faire une trentaine de minutes. Et c'est une fiction dans lequel, en fait, le personnage principal, donc c'est un psychiatre. Et on est dans une unité d'hospitalisation pour enfants, une unité pédopsychiatrique. Et en fait, c'est un psychiatre qui fait des recherches, un petit peu en secret, des recherches qui ont été un peu abandonnées, un peu laissées de côté, sur des enfants qui ont des troubles du sommeil et qui, pendant leur cauchemar, changent d'univers et vont donc dans l'univers parallèle, similaire à celui de Little Nightmares. Et en fait, l'histoire, c'est que on se focalise dans le bruit des cauchemars sur une patiente qui s'appelle Maddie. Et en fait, le psychiatre fait un peu une série d'expérimentations sur elle. Il se sert d'elle un peu, clairement. Parce que donc c'est la sœur du psychiatre, avait les mêmes parasomnies, les mêmes problématiques du sommeil, avait été dans cet univers, et en fait, elle n'en est jamais revenue. Et en fait, le psychiatre pense que s'il comprend Maddie et s'il arrive à comprendre comment le monde fonctionne, comment passer de l'autre côté, il pourra retrouver sa sœur. Et franchement, c'est pas mal, hein. J'ai mis 1 ou 2 épisodes à rentrer dans l'univers quand même. Mais au niveau effet sonore et vraiment univers, franchement, c'était hyper immersif, c'était hyper bien. Et la fin était cool. Ça a l'air intéressant, je vais écouter. C'est un genre d'audiobook en fait.
Ou de romans radio, quoi. C'est pas... Ouais, c'est pas vraiment un Un livre, peu genre t'as l'impression comme la d'être guerre des avec eux. mondes. Ah ouais, c'est ça, ouais. Comme la guerre des mondes, quoi. La guerre des mondes, c'est pas un roman? Ben, la BBC, ils avaient fait à l'époque comme ça, une espèce de show à la radio. Même les gens pensaient que la Grande-Bretagne était vraiment envahie par les extraterrestres. Ah d'accord. Non, bah ouais, c'est un truc, voilà, justement, t'as vraiment pas le côté lecture ou soporifique, c'est vraiment, en fait, le podcast, chaque épisode, c'est comme si tu écoutais, parce que le psychiatre, il enregistre les séances avec Maddy. Et en fait, chaque épisode, c'est... tu l'entends, lui, parler, débriefer tout seul, mais en fait, c'est les séances au fur et à mesure avec Maddy. Ok. Donc c'est pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Voilà, c'était mes recommandations. Alors, moi, pareil, je vais vous recommander 2 choses. Le premier, c'est une bande dessinée, ça s'appelle La Différence Invisible. Donc, c'est une bande dessinée française de Julie Dachaise, et donc c'est pour le scénario, et Mademoiselle Caroline pour le dessin. C'est paru en 2016 chez Delcourt. Donc, l'autrice est elle-même autiste Asperger, et elle raconte le quotidien de Marguerite, qui est une jeune fille dont le comportement et les habitudes atypiques vont l'amener à se faire diagnostiquer autiste Asperger dans un centre expert. Donc, la BD explique comment ce diagnostic va changer sa vie dans le sens positif du terme. Elle va se déculpabiliser, développer des stratégies pour s'adapter à son environnement, voilà, tout en respectant sa neuroatypicité. C'est un album en plus qui est complété à la fin par un cahier documentaire qui rassemble des conseils et des ressources pour les personnes qui présentent un trouble du spectre autistique. Voilà, moi ce livre il trône à côté de mon bureau et dans le champ visuel des patients, et j'hésite pas à recommander sa lecture chez des personnes qui viennent me voir et pour qui à un moment donné on se pose la question d'un trouble du spectre autistique. Ils achètent le bouquin, ils le lisent et puis après on en parle et puis on voit ensemble si en fonction de ce qu'ils ont pu lire dans ce bouquin, dans cette bande dessinée, ça vaut le coup d'aller plus loin, de faire un bilan plus complet, et puis éventuellement de poser le diagnostic. Vraiment, c'est une super bande dessinée. Et puis, moi aussi, j'ai un podcast que je suis en train d'écouter. J'ai pas encore tout écouté, parce qu'il y a quand même pas mal d'épisodes. Ça s'appelle Bande d'autistes. Ça existe depuis 2020. C'est animé par une personne, donc elle-même neuroatypique, et qui aborde plein de sujets. Ça apporte des explications sur l'autisme, et c'est agrémenté de témoignages de personnes concernées. Les épisodes durent environ une trentaine de minutes, et donc les thèmes sont variés. Ça peut parler de relations sociales, de relations amoureuses, de comment on fait le diagnostic d'autisme, des différences qu'il peut y avoir entre le TDAH, HPI, trouble du spectre autistique. Donc voilà, c'est assez bien expliqué, c'est assez fluide, c'est plaisant à écouter, c'est pas trop long. Donc si vous vous intéressez aux troubles du spectre autistique et à leur diagnostic différentiel, je vous recommande l'écoute de ce podcast. Voilà, on est arrivé au bout, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous retrouver sur Twitter @maséancedepsy, et que vous pouvez poser des questions ou suggérer des films que dont vous voudriez entendre parler. Twitter, j'avoue que j'y suis pas souvent, j'ai un petit peu de mal à y aller. Je suis plus sur Facebook, je commence un peu à essayer de faire des trucs sur Instagram, mais c'est vraiment pas trop ma génération. Je suis vraiment la vieille génération Facebook. Voilà, vous êtes plus sûr de me trouver sur la page Facebook. D'autant plus que quand je fais des critiques de films qui ont des rapports avec la psychiatrie, je pense que je vais les mettre sur la page de Facebook de ma séance de psy. Pour ceux qui n'ont pas d'application de podcast, comme d'habitude, je mettrai l'épisode sur YouTube en version audio. Voilà, j'ai déjà une petite idée du prochain film que je vais aborder. Ça sera probablement Vice Versa 2, alors tout seul ou accompagné. Ça reste encore à définir. Voilà, il y a un genre de suspense. Teasé. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt et bien sûr, d'ici là, on vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Merci encore Laetitia de m'avoir accompagné sur ces épisodes. Il va de soi que tu reviens quand tu veux. Oui. La porte du podcast n'est pas fermée. Ah. On adore faire des pots de départ. On aime bien faire des pots de bienvenue aussi. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Allez, salut à tous. Salut. My grandma and your grandma sitting by the fire. My grandma said to your grandma, we're gonna set your flag on fire. Talking about head now, Waika wane. Check him off in our anane. Check him off in our neck. Look at my king all dressed in red. Waika wane. Bet you $5 he'll kill you dead. Check him off in our neck. Talking about head now, Waika wane. Check him off in our anane. Check him off in our neck. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy said to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, Waika wane. Check him off in our anane. Check him off in our neck. Check him off in